بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Nous sommes tous réunis ici ce soir par la grâce d'Allah pour la première activité socio-culturelle de l'association La Main du Cœur. Vous me permettrez, très cher, de faire une petite présentation de cette association. L'association La Main du Cœur est une organisation apolitique. Elle vise par ses activités à contribuer à la réalisation des politiques et programmes en matière de développement social, culturel, sanitaire et à l'action citoyenne. Nos buts et objectifs. Nos buts de développement social, l'appui aux efforts entreprises au plan national en vue d'améliorer les conditions de vie. Nos objectifs à court et moyen terme, réduire le taux de la pauvreté et sensibiliser sur les maladies, l'insalubrité, la délinquance et participer à l'effort de développement national. Sensibiliser les populations sur les mauvaises pratiques visant à la santé des populations. Sensibiliser les jeunes sur la bonne prise en charge des infrastructures publiques, la citoyenneté, le civisme et l'unité des jeunes mauritaniens de toutes couches. Organisation d'activités socio-culturelles dans le but de sensibiliser, mais aussi pour permettre aux jeunes et adultes de disposer d'un cadre de rencontres et d'échanges, ce qui favorisera la cohésion nationale, la cohésion sociale et l'unité nationale. Des journées aussi d'alphabétisation, des journées de nettoyage des voies publiques. L'association œuvre dans le but d'atteindre ses objectifs pour réaliser un partenariat effectif et efficace avec l'ensemble des départements de l'État concerné, les partenaires socio-sanitaires et économiques des États accrédités en Mauritanie, les associations et ONG mauritaniennes ayant des objectifs de développement durable, avec d'autres partenaires nationaux arabes, africains et internationaux œuvrant dans le même domaine. Vous me permettrez aussi, très cher, de remercier nos partenaires, à savoir l'association sportive et culturelle de la SNIM, l'association, l'initiative pour l'entraide et la solidarité, et aussi la SOMACERT, la Société mauritanienne des services du tourisme. Vous me permettrez aussi, très cher, d'introduire M. Niawet ici, représentant de l'association La Main du Cœur. M. Niawet, je vous donne le choix. Bismillahirrahmanirrahim. Avant tout, je vous salue très bien, comme que je ne me suis pas préparé pour ça. Bon, on est la Benjamine des associations de Nouadhibou. Bon, je représente l'association Entraide et Solidarité. Bon, comme ça, on n'a pas encore débuté nos activités. On va essayer on va essayer aussi de vouloir vous présenter nos activités, quoi. Bon, l'activité Entraide et Solidarité, bon, que je représente ici. Comme je viens de vous dire, on n'a pas assez commencé nos activités. Bon, on va essayer quand même de débuter nos activités dans les mois à venir ou bien des jours à venir. Bon, comme que je ne me suis pas préparé pour ça, je vais vous laisser la parole. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Bonsoir tout le monde. Vous êtes prêts pour rire? Vous voulez rire? Vous êtes prêts? Bon, allez-y. Je vais vous faire une petite blague comme que il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bon, il s'agit de vieux. Quand il allait faire sa photo pour la carte d'identité, au recensement, quoi. Il s'est réveillé la veille du jour où il devait aller prendre sa photo. Il s'est réveillé tôt le matin pour aller serrer ses chaussures pour la photo d'identité. Il s'est réveillé, il est sorti de chez lui à 10h. Quand il est sorti, sa chaussure est tombée juste à la porte, mais il ne s'est pas rendu compte. Et comme ça, il est parti jusqu'au Gordinier.
Il a trouvé que sa chaussure est tombée, il est retourné. Il s'est mis à interroger les gens. Vous n'avez pas vu ma chaussure? Non, non. C'est là qu'il a commencé à accuser les gens. Et là, il a eu des bagarres, il s'est retrouvé à la police. Et quelques heures après, vers 3 heures, il est revenu chez lui. Il a retrouvé sa chaussure. Il est parti, il a trouvé que le cordonnier a déjà fermé. Et là, il est allé un peu plus loin, vers à peu près 1 kilomètre, pour trouver un autre cordonnier. Et là, il a fini par cirer ses chaussures. Et le lendemain, il est venu pour prendre la photo. Le mec là, il a juste pris la photo comme il le faut, une photo d'identité. Il a dit non, les chaussures, vous ne les avez pas prises. Après, le mec là, il lui a dit non, non, c'est juste, on a besoin juste de ton visage. Il a dit non, non, ça c'est pas possible. Moi, mes chaussures, je me suis retrouvé à la police pour la photo. Et là, vous me dites que les chaussures ne sortent pas. Ils se sont mis là-bas à se bagarrer. Et après, à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez regardé le film David Johnson. Il a pris ses deux chaussures, il les a mis ici. Il a pris la photo. Merci. Merci beaucoup. Et là, présentement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons introduire notre conférencier, M. Moulay Mounchege, qui va nous faire une conférence sur le civisme et le patriotisme. M. Moulay, comme on dit chez nous, on est mieux servi que par soi-même, mais aussi on est mieux présenté que par soi-même. On va laisser à M. Moulay le soin de faire sa présentation. Salam alaikum. Bonsoir. En fait, je m'appelle Moulay Cheger. J'ai un master en marketing, un BTS en hôtellerie, un autre en logistique et transport. Je suis consultant aussi douanier. J'essaye en ce moment de faire une nouvelle formation qui est la mécanique navale. Parce que comme je viens de... En fait, je suis d'origine de Nouadhibou. Les bateaux, c'est un peu toute notre vie. Avec ça, c'est notre gagne-pain. Vous pouvez m'aider, monsieur? Pas le Aujourd'hui, je suis venu un peu vous parler de l'unité nationale, le civisme et le patriotisme, qui est un combat que je fais depuis bien longtemps. Je peux retourner sur la page d'accueil. Et dans un problème, on peut dire que les jeunes aujourd'hui mauritaniens ne pensent pas du tout à ce qui est leur patrie, le pays. La plupart d'entre nous se lèvent le matin et la première chose dont ils pensent ou qu'ils réfléchissent, c'est quitter ce pays. C'est partir et la laisser parce que réellement je les comprends. La Mauritanie est un pays aujourd'hui qui est divisé, un pays où il n'y a pas de, comment puis-je dire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse et je peux les comprendre. Mais aussi là, notre point, c'est que nous sommes la jeunesse de ce pays. Nous sommes le futur de ce pays. Et si demain, nous nous levons et que nous en allons tous, nous allons laisser cette Mauritanie à qui? Qui allons-nous, comment puis-je dire, elle va rester déserte. C'est un pays qui restera désert. Donc un peu, j'ai commencé en faisant un plan de travail sur l'unité nationale, le civisme et le patriotisme. Vous pourrez changer une seconde? Donc ici, un peu, j'expliquais ce qui était le civisme. Ce sont des définitions. La plupart des gens connaissent en fait ce qui est la définition du civisme. Mais pour moi, le civisme est un peu ce que nous essayons de faire tous les jours, chez nous. Nous essayons de nous comprendre, nous essayons de nous unir, nous essayons de nous entraider. Et c'est ça le civisme. Le civisme, un peu, c'est, comment on peut dire, la Mauritanie est une grande famille. Nous sommes une grande famille. Et on peut se dire que tout ce qu'on essaye un peu de faire chez nous, on devrait essayer de le faire sur notre environnement, sur les villes où on vit, sur nos citoyens, nos voisins, les gens qui sont autour de nous. Le civisme a été créé en 1990. Un peu, on peut dire, ça a toujours existé, mais simplement que le mot a été balancé sur, on peut dire, les chaînes internationales en 1990. C'est de là où on a vraiment commencé à parler de ce qui était le civisme, alors qu'on le vivait depuis bien longtemps. Aujourd'hui, ils ont eu cette envie, en fait, d'en parler, c'est parce qu'il n'existe presque plus. Aujourd'hui, le monde ne comprend plus que s'entraider, devenir un lien, créer un lien entre les gens est important. C'est parce que la nation ne pourrait pas se construire à elle seule. Nous, par exemple, la jeunesse aujourd'hui, unis, nous pouvons déplacer des montagnes, alors que séparés, nous n'existons pas. Nous devenons des pantins, des marionnettes.
nous devenons réellement inexistants. Et c'est ça un peu le problème que nous essayons de nous poser aujourd'hui. J'ai essayé un peu de trouver des idées pour instaurer le civisme en Mauritanie. Comment? En luttant pour une juste et une égalité sociale, comment par la mise en place d'un plan d'action visant à unir la jeunesse, comme l'aide des personnes dans le besoin, l'écoute des problèmes se posant à la jeunesse, faciliter l'intégration des jeunes diplômés dans le marché du travail. Comment aujourd'hui, nous voyons plusieurs associations qui ont été créées aujourd'hui. On peut dire, c'est une démarche, c'est une chose qu'il fallait qu'il existe en Mauritanie. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes les seuls qui pouvons changer cette idéologie, ce concept des choses. Et grâce à ces associations qui sont créées aujourd'hui, nous arrivons un peu à aider notre population qui en a vraiment besoin. L'intégration des jeunes diplômés sur le marché du travail. Aujourd'hui, les jeunes, la plupart sont diplômés. Je pense que la plupart des gens ici ont déjà commencé leurs études, certains sont même déjà diplômés, et qu'ils n'arrivent pas à travailler. Et ça donne envie de quitter ce pays. Mais je me dis que la meilleure façon aujourd'hui d'avancer, c'est l'auto-entrepreneuriat. C'est que les jeunes aujourd'hui doivent être créatifs, doivent voir de l'avant, essayer de créer eux-mêmes ce pourquoi ils sont doués. L'intégration des jeunes non diplômés sur le marché du travail, aux jeunes non diplômés de se motiver pour créer de micro-projets, leur garantir un revenu mensuel ainsi qu'un poste de travail, les aider dans leur démarche administrative. La plupart des associations aujourd'hui, créées comme par exemple aujourd'hui cette conférence qui a été faite, c'est pour pouvoir booster les jeunes, les aider à voir ce qu'ils n'ont pas pu voir d'eux-mêmes, avoir une nouvelle idéologie, un nouveau concept, un concept unique. C'est ce qui est le plus important. Moderniser la société sans pour autant la déraciner. Les gens aujourd'hui cherchent la modernité, veulent arriver au stade où sont aujourd'hui ces pays qui ont plus de 1000 ans. La France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis. Ce sont des pays qui ont été créés il y a très longtemps. Donc ils ont pris le temps de pouvoir se modifier, ils ont pris le temps de pouvoir devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous, la Mauritanie, nous sommes un pays qui est né en 1960. Avant ça, nous étions une brousse, on peut dire un désert, où des gens, en fait, on pouvait passer presque 1 à 2 ans sans voir qui que ce soit d'autre qu'à part sa famille. Alors qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous essayons de devenir américains, nous essayons de devenir français, nous essayons de devenir italiens. C'est parce qu'on est, on peut dire, bluffés par leur vie, mais eux, ils ont réussi à nous construire pas à pas pendant très longtemps. Ici, la modernité est une bonne chose. La Mauritanie doit se moderniser, doit avancer, mais sans perdre cette valeur qu'elle a, cette culture, comment je peux dire, nous sommes le trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Nous avons un multiculturalisme magnifique. Je pense que la jeunesse ne devrait pas en fait se moderniser trop pour perdre ses racines. Faire de la diversité culturelle de notre pays un atout au changement de modernisme et non plus d'une source de haine et de discrimination. Aujourd'hui, ici en Mauritanie, nous avons un problème. C'est que le Poulard n'aime pas le Soniké n'aime pas le Poulard n'aime pas le Wolof, et ainsi de suite. C'est une chose qui se passe. Et en plus, moi qui est mort, et on se retrouve à dire que nous aussi, ou bad, la Mauritanie entre elles ne s'aime pas. Alors que nous sommes, c'est vrai que nous avons un peu des cultures différentes, mais nous sommes reliés par une seule et même religion. Nous avons une même vision religieuse. Et ça, c'est un atout. La Mauritanie se représente à travers, on peut dire un peu ce qu'elle est, mais dans toutes les cultures qu'il y a en Mauritanie, nous avons des points communs. Et ces points communs peuvent être utilisés en bonne échéance. Se mettre, comment je peux dire, se rallier et devenir ce qui n'est pas le reste de l'Afrique. Nous avons 4 cultures différentes que nous pouvons utiliser, que nous pouvons en fait nous développer grâce à ces cultures-là. Faciliter les tâches quotidiennes de la classe la plus défavorisée, qu'elle soit administrative ou associative. Ça, c'est une chose, en fait, normalement, c'est l'État qui devrait le faire. Mais nous, la jeunesse, nous avons pris cet engagement de vouloir changer les choses, cet engagement de voir, désolé de me répéter à chaque fois, j'adorerais voir la Mauritanie meilleure,
mais c'est un engagement qui devait être pris par l'État et aujourd'hui est pris par les associations. Œuvrer pour l'instauration d'une société juste, égale et moderne, sans distinction. Celle-là aussi devait le faire par l'État, mais aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe un peu. Cultiver la capacité de libre expression tant que l'une ne touche pas à la liberté d'autrui. C'est que les gens parlent vraiment très souvent de la liberté d'expression. On parle de notre liberté, nous demandons notre liberté, alors que nous ne regardons que notre liberté, pas la liberté d'autrui. Le civisme, c'est voir au pluriel. Ce n'est plus voir individuellement. Et c'est ce que notre jeunesse devrait voir aujourd'hui. Voir une Mauritanie unie. Je pourrais mettre ça. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie est une chose dont plusieurs personnes en parlent. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, si je lui pose la question, il dira qu'il aime son pays, qu'il est prêt à défendre son pays contre toute invasion, qu'il est prêt à n'importe quoi pour cette Mauritanie. Alors que si demain nous nous retrouvons au front, je pense que la plupart des gens s'enfuiront. Je me dis qu'ils n'aiment pas la Mauritanie, prêts à perdre leur vie. Nous parlons aujourd'hui, très souvent, si nous regardons un peu à Nouakchott, Nouadhibou, il y a plusieurs manifestations qui se passent. Des jeunes qui revendiquent leurs droits, des jeunes qui revendiquent ce qui est le plus, comment je peux dire, qui revendiquent, on peut dire, un peu leurs droits. Et ils ne sont pas prêts à perdre quoi que ce soit pour la Mauritanie. Personne n'est prêt à perdre ni même une goutte de sang pour la Mauritanie. Je ne demande pas qu'il y ait une révolution en Mauritanie, je ne voudrais pas qu'il y ait une révolution parce que c'est très mauvais pour nous. Mais il y a plusieurs types de révolutions, les révolutions intellectuelles, les révolutions de mentalité, les révolutions... En fait, quand cette jeunesse se verra à travers chacun d'entre eux, si aujourd'hui je me lève et je me vois à travers Job et Job se voit à travers moi, c'est une révolution en elle-même. Donc je me suis dit un peu pour réinstaurer l'amour de la patrie dans ce pays, nous qui sommes déjà grands, en fait on peut dire, on a déjà un certain âge, il y a certaines valeurs qu'on ne peut plus avoir, parce que ce sont des valeurs qu'on a depuis le bas âge. Par exemple, la réinstauration de l'hymne national dans les écoles publiques. Aujourd'hui, si nous regardons la moitié de la salle, je pense que personne ne peut chanter l'hymne national. Moi en premier. Je n'arrive pas. Donc, si on réinstaure cet amour de l'hymne national qui représente notre pays, si nous entendons ces enfants la chanter et qu'ils grandissent avec cette idée que la patrie est vraiment le centre, la patrie est la mère, la patrie est le père, que sans cette patrie, ils n'existeront pas parce qu'ils n'auront pas d'identité. Agiter le drapeau national dans les écoles publiques. Aujourd'hui, si nous passons devant les écoles, on voit des drapeaux, mais on n'a pas envie de les regarder. Ils sont déchirés. On ne sait plus s'ils sont verts ou ils sont kaki ou ils sont d'une autre couleur. On n'arrive jamais à savoir. Alors que quand la plupart d'entre vous, je pense qu'ils sont fans de séries. Vous êtes fans de séries? Ouais. Les séries américaines, quand on les voit plier leur drapeau, quand on les voit chanter leur hymne national, on a la chair de poule. Alors que quand notre pays, en fait, quand on entend notre hymne national, on ne la comprend presque pas. La plupart ne la comprennent pas, la plupart ne veulent pas savoir de quoi elle parle, la plupart, on peut dire un peu, désolé du terme, s'en foutent royalement de ce qui se passe en Mauritanie. Les jeunes pourront faire quelque chose, passer dans toutes les écoles pour parler de l'importance de l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Notre patrie nous représente dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, quand nous sortons de ce pays, nous nous représentons en tant que Mauritaniens. Nous sommes Mauritaniens. Et on ne peut pas s'identifier à qui que ce soit d'autre. Nous nous identifions à ce drapeau, à ce glorieux drapeau national que nous voyons là. Alors que, quand on est ici en Mauritanie, on peut passer et même le brûler le drapeau. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Valoriser l'appartenance à une mère patrie sans distinction raciale, culturelle, sociale, c'est chez la nouvelle génération. Avant, des générations, quand j'entends mon père parler des écoles, les écoles publiques avant, quand j'entendais parler de l'internat, ces gens, on sait qu'ils ont eu qu'ils ont un amour inconditionnel l'un pour l'autre. Ils ne voient ni la couleur, ni l'appartenance, ils ne voient rien à travers cette personne, que cette amitié qu'ils ont, ce frère qu'ils ont, qu'il puisse être d'une autre mère. Ils ne voyaient pas les couleurs, ils ne voyaient pas ces problèmes qu'il y a aujourd'hui. Hier, en venant dans le bus, j'étais en train de réfléchir. En fait, je m'ennuyais. Je me suis dit que je vais écrire un peu un texte
je l'ai écrit comme ça, sans vraiment réfléchir. Et je vais vous le lire. L'unité nationale, un mot qui revient très souvent dans les bouches des Mauritaniens en ce moment. Nous parlons d'une cohésion sociale, nous parlons d'une unification du pays, nous parlons de la division raciale. Mais d'où viennent tous ces problèmes? D'où viennent toutes ces tensions? Voilà la question que nous devons nous poser. Et c'est une question que je vous pose à vous, la jeunesse. Êtes-vous prêts à laisser votre patrie couler? À la laisser se détruire, à la laisser être détruite par des séparatistes, des personnes qui ont peur de nous, parce que nous, unis, on peut déplacer des montagnes, alors que divisés, nous ne sommes rien. Ils réussissent à nous faire croire que nous sommes qu'un jeu, que nous sommes leur pantin, que nous sommes leurs marionnettes. Et quand nous essayons de nous structurer, ils nous parlent de nos différences de couleurs, de cultes religieux, de régions. Ensuite, nous font remonter le temps dans le passé, dans ce douloureux passé qui est le nôtre. Personne ne dit ce qu'on vient, que la Mauritanie a subi une histoire douloureuse. Mais Nelson Mandela dit « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Il n'oublie pas, peur que sa génération fasse les mêmes erreurs que leurs aïeux. Personnellement, je ne vois pas ces différences. Ce que je vois, c'est une richesse d'être le trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Je parle d'un trait d'union. Je parle d'un trait d'union parce que géographiquement, la puissance divine nous a fait ce cadeau, la chance d'unir. Unissons-nous pour une Mauritanie meilleure, sans distinction raciale, linguistique, ethnique. Soyons juste Mauritaniens pour la Mauritanie. Donc, retournons un peu au sujet. Unir la jeunesse pour œuvrer ensemble à créer une société meilleure. Aujourd'hui, quand je vois dans cette salle que vous êtes des jeunes engagés, des jeunes qui veulent changer les choses, je me dis que ce point-là serait... en fait, on le voit un peu à travers nous. Ces jeunes qui sont là aujourd'hui pour changer la Mauritanie, pour la changer en meilleure. L'unité nationale. Depuis bien longtemps, nous voyons notre peuple, le peuple mauritanien, se diviser pour des raisons culturelles, tribales, ethniques, linguistiques, économiques, et c'est bien dommage. En guise d'introduction, se fait prouver un manque d'organisation de notre jeunesse créative. De notre jeunesse créative. Et éduquée pour faire face à des défis sociaux flagrants et qui pourtant peuvent être résolus de la plus simple des manières. Aujourd'hui, si nous nous regardons, la plupart d'entre nous, quand ils se retrouvent chez lui à boire le thé le soir, comme ce que je fais souvent ici à Kansado chez Gorgui, je vois une Mauritanie multiculturelle. On est là, on se comprend, on se voit, nous sommes amis, nous nous aimons. Alors que quand je retourne par exemple à la capitale, et quand j'entends les gens parler de cette cohésion sociale, ils en parlent pour diviser, pour nous diviser. Ils nous disent que notre histoire, en fait, chacun d'entre nous essaye de créer un peu une histoire de la Mauritanie. Chaque culture ici, chaque ethnie parle de la Mauritanie en faveur de ce qu'ils sont. Mais ils ne parlent pas de la Mauritanie en faveur de toute la Mauritanie unie. Les jeunes commencent à avoir cette idéologie de séparation. Parce que comme je vous dis, j'ai étudié en Tunisie, et dans l'appart où j'étais en Tunisie, il y avait un Soninké, un Poulard, un Wolof, et j'étais le mort. Quand on regardait un peu cette unité, je voyais en fait une Mauritanie magnifique. Alors que quand nous sommes rentrés ici en Mauritanie, nous avons commencé à être séparés, on peut dire. Parce que chacun d'entre nous, chez lui, il entendait des messages de discrimination, des messages de favoritisme. Chacun d'entre nous est en train de parler de lui en tant que maître, que c'est lui le premier arrivé en Mauritanie, que c'est lui le premier qui a fait la Mauritanie, que c'est la Mauritanie et son pays à lui et personne d'autre. Alors qu'on ne devrait pas penser comme ça. Ce qu'on devrait penser, c'est une Mauritanie de demain. Parce que le passé appartient au passé. Le passé est terminé. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus régler ce qui s'est passé avant. Mais nous pouvons le mettre de côté. Mettre de côté sans l'oublier, bien sûr. Peur de faire la même erreur que nos aïeux ont fait, que nos parents ont fait, que les gens avant nous ont fait. Cette erreur qui a été nous diviser. Nous diviser pourquoi ? Pour des buts qu'ils ont que je ne comprendrai jamais. Mais pour moi, je vois que cette Mauritanie a besoin de cette jeunesse, a besoin de nous, unis, pour pouvoir la modifier,
la modifier en bien, pas la modifier en mal. Parce que là, regarde, un peu, si on regarde ce qui se passe un peu, on va très mal. Le pays va très mal. Donc, en guise d'introduction, se fait un vrai proverbe d'organisation créative. Okay. Nous sommes un groupe de jeunes mauritaniens, issus de différentes couches sociales, nationales, et à nous seuls nous représentons la diversité de notre peuple, sur tous les plans. À travers ces quelques lignes, nous allons tenter de nous expliquer et convaincre la jeunesse de nous suivre dans notre démarche. Tout d'abord, la Mauritanie est un pays qui nous est très cher, car c'est bien le nôtre, et c'est à notre glorieux drapeau national que nous nous identifions dans les quatre coins de la planète. Nous portons pour notre patrie un amour inconditionnel, ainsi qu'à son histoire, ses emblèmes, son peuple qui fait partie de nous. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré ici en Mauritanie, j'ai créé avec un ami à moi un mouvement qui s'appelait le mouvement de la jeunesse républicaine. Nous sommes allés un peu partout en Mauritanie. Nous étions une association qui venait juste de naître, sans fonds. Nous avions que ce que nous avions dans nos poches. Nous avons essayé un peu de faire le tour pour connaître. Parce que je me dis qu'avant de pouvoir parler de quelque chose, il faut le connaître. Il faut connaître la Mauritanie. Aujourd'hui, du côté de ma famille, je connais tout ce qui se passe chez les Noirs. Mais je me lève et que je me dis que je ne connais pas ce qui se passe chez les Koulars, ce qui se passe chez les Wolof, ce qui se passe chez les Soninké ici en Mauritanie. Et c'est dommage, parce qu'on n'essaye pas de s'intégrer, on n'essaye pas de savoir ce qui se passe chez les autres. On parle de ce qui est chez nous en étant le bien, et ce qui est chez les autres en étant mal. Nous avons pris la route. Nous avons fait Bogué, Magodi, Kennedy. Sélibabi, c'était trop loin, j'ai pas pu y aller. En fait, c'était les fonds qui ne nous permettaient pas d'y aller. Nous avons repris la route. Nous avons fait Dar el Barka, presque tous les villages à côté. On est même allé dans un village au Sénégal, Dar el On a essayé, on est retourné par la route de Rosso. Ensuite, revenu ici à Nouakchott, nous sommes allés à Kifa, Ayoun, Nema, Tambatra, jusqu'à un village qui s'appelle Vouderville. Et quand nous allions dans ces villes, nous n'allions pas dans une auberge ou dans un hôtel. Parce qu'on te dit, quand tu veux connaître quelqu'un, il faut vivre avec ce quelqu'un. Nous sommes venus vivre chez les gens. En fait, on arrivait, il y en avait certains qui nous renvoyaient, certains qui croyaient que nous étions des voleurs, certains d'autres comment je peux dire, qui ne nous voyaient pas en tant que jeunes qui voulaient connaître la Mauritanie. Ils nous voyaient simplement comme des jeunes délinquants, comme toutes les personnes voient aujourd'hui la jeunesse. Donc, nous avons essayé un peu de voir ce qui était la Mauritanie en elle-même. Parce que pour défendre les droits des Mauritaniens, défendre le droit de la jeunesse, il faut connaître cette jeunesse. Il faut connaître ces gens autour de soi. Et par exemple, ici, Ouadibou est la ville, on peut dire, la plus placée pour connaître la Mauritanie, parce que toutes les villes mauritaniennes sont basées à Ouadibou. Tout le monde. Si on regarde dans vos voisinages, vous allez trouver un gars de Sélibabi, vous allez trouver un gars de Kifa, vous allez trouver un gars d'Ata, un gars de tous les endroits qu'il y a un peu ici en Mauritanie. Et je me dis qu'à travers cette richesse, on peut dire, qu'on nous donne, on pourrait voir un avenir plus radieux, un avenir où cette jeunesse n'aura pas ces problèmes de noirs, ni de blancs, ni de, on peut dire, de toutes les ethnies possibles. Tu pourrais changer. Donc, c'était un peu mes idées pour l'éradication du racisme, comme on peut le dire ici en Mauritanie. L'éradiction de la discrimination entre les jeunes sur le plan social, culturel, linguistique, idéologique et intellectuel. Les jeunes aujourd'hui ont un complexe. Ils sont complexés quand ils, par exemple, moi j'ai un ami qui s'appelle Yacoub Yedali, il parle 7 langues, il a des diplômes à ne pas savoir où en mettre. Et quand je me mets à côté de lui, je n'arrive plus à parler. J'ai un blocage. Je suis complexé, on peut dire, par ce plus qu'il a. Et depuis ce jour, depuis qu'on est rentré ici en Mauritanie, je me dis qu'il faudrait que j'ai plus de diplômes que lui. Je dis qu'il faudrait que je réussisse à être mieux que lui. Mieux que lui, pas d'une façon à dire que quelqu'un peut être mieux que quelqu'un, mais ça devient une concurrence. Nous, la jeunesse, nous devons cultiver cette concurrence. Cette concurrence de bonnes choses. Faire une concurrence, on peut dire, se mettre ensemble, essayer de surpasser l'autre, mais le surpasser avec de bonnes œuvres, le surpasser avec plus d'éducation, le surpasser avec plus de profit. Pour la Mauritanie, voir un profit uni, c'est
ce complexe-là que je voudrais bien voir chez les jeunes. Un complexe qu'ils se sentent, qu'ils puissent faire quelque chose de mieux que tous nos pays voisins. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons la Mauritanie, sur tous les pays qui sont autour de nous, nous sommes les plus arriérés. Alors que nous avons plus de richesses qu'eux, nous avons une plus belle diversité qu'eux, nous avons un plus beau territoire, plus grand, plus spacieux, une jeune population, et qui sont minimes. On peut réussir à changer les choses, mais tout ça en étant unis. Œuvrer pour l'instauration d'une société juste, égale, moderne, sans distinction, je vous le répète. Combattre les préjugés et les clichés sociaux chez les jeunes. Comment les combattre? C'est, par exemple, dans toutes les générations, dans toutes les familles. Moi, par exemple, avec ma famille qui est multiculturelle, je n'ai jamais eu réellement ce problème de dire que je peux être plus qu'un noir, ou qu'un noir peut-être plus que moi, ou que je peux être plus que qui que ce soit. C'est parce que dans ma famille, je viens d'une famille qui est très multiculturelle. Du côté de ma mère, ils sont un mélange de Haratin, de Bambara et de Poular. Donc, je me retrouve en étant dans ce monde où je ne peux pas aimer quelqu'un plus que l'autre, parce que c'est tous ma famille. Ils sont tous ma famille, donc on ne peut que s'aimer. Mais le problème ici, c'est que les jeunes grandissent avec cette idéologie qu'ils sont supérieurs à quelqu'un. Et c'est une chose qu'il ne faudrait pas qu'on fasse. Aujourd'hui, chacun d'entre vous peut être acteur de ce changement. En étant, parce qu'on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Si aujourd'hui je me lève chez moi et que j'essaye de convaincre mes petits frères, mes neveux, qu'il n'y a aucune distinction entre les gens, qu'ils sont égaux, qu'ils sont unis, qu'ils sont l'avenir de ce pays, ils grandiront avec cette mentalité-là. La mentalité d'unir. Mais si nous continuons à avoir cette même idéologie qui est la division, aujourd'hui, on dit que il ne faut pas que je traîne avec celui-là, c'est parce qu'il est de telle ethnie, ou il ne faut pas que je traîne avec celui-là parce qu'il est de telle ethnie, ou celui-là chez lui, on lui dit la même chose que chez moi. Il va grandir avec cette idéologie qu'il ne faudrait jamais qu'il s'unisse. Donc, nous les jeunes, on pourrait essayer. Chacun d'entre nous doit avoir un petit frère, un neveu. Il faudrait qu'on lui inculque ces valeurs. Comment? Par cette façon. Nous, par exemple, on est tous appelés à un jour se marier et avoir des enfants. Imaginez-vous, si vous, un d'entre vous, a une idéologie d'unification et qu'il ait 5 enfants, ce sont 5 idéologies d'unification. Si nos 5 enfants ont chacun 5 enfants, ça devient 50, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on pourrait changer les choses. Mais si on essaye de changer les choses en attisant la haine par la haine, là, ça devient autre chose. Et la Mauritanie n'est pas prête à avoir une guerre civile. D'abord, parce que si on rentre dans une guerre civile, on se retrouve à rentrer dans l'histoire douloureuse que nous avons, cette expulsion dans les événements 89, l'expulsion des morts vers le Sahara, l'expulsion de telles personnes. Nous avons une histoire qui a été très compliquée, très mouvementée, et les gens ne l'ont pas encore oublié. Ils ne l'ont pas encore oublié en ayant peur que ça puisse arriver. Organiser des journées culturelles pour parler du problème racial en Mauritanie et dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est un atout aussi que nous avons. Les jeunes le font très souvent. Par exemple, Bob, qui est là, je l'entends souvent parler de l'unification à travers le rire. Il envoie un message à travers ses sketchs. C'est une bonne façon de le faire. C'est une bonne façon de faire passer un message. Les gens font passer un message ennuyeux, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de vous parler de l'unification, je suis en train de vous parler de quelque chose que vous savez déjà. Et c'est vrai que c'est une manière de faire passer un message, mais je me dis qu'à travers la musique, le rap, les sketchs et tout ça, on pourrait faire passer un message d'unification. Surtout que les jeunes aujourd'hui écoutent beaucoup ça. Ça, c'est une citation que j'adore. Le rêve de Martin Luther King n'était pas d'avoir une famille noire dans la Maison Blanche. Le rêve était que chaque chose soit équitable dans chaque maison. Et quand ça serait équitable, que chaque personne ne se sentira pas éjectée parce qu'il est de telle couleur ou de telle ethnie ou de telle chose, là je me dis que les choses pourront vraiment être unifiées. Là j'ai terminé mon PowerPoint. Donc je voudrais un peu vous laisser un peu le micro pour que vous puissiez me poser des questions si vous en avez, que je puisse vous parler un peu, ou en fait répondre à vos questions, bien sûr si je peux.
Et voilà. Merci. Donc, merci, M. Moulay. En fait, je pense que Moulay a été assez clair. La liste est loin d'être exhaustive. Mais on sait tous dans quel pays est-ce qu'on évolue et avec quel problème est-ce qu'on vit tous les jours. Mais comme disait Cheikh Anta Diop, la jeunesse africaine doit s'armer de science jusqu'au temps pour faire jeu égal face à l'Occident. Mais ce dernier Cheikh Anta Diop parlait à une époque bien précise. Et moi je dirais que la jeunesse africaine d'aujourd'hui doit s'armer de science jusqu'au temps pour relever les défis de son temps. Donc je vais laisser à ceux qui ont des questions qu'ils voudront poser à M. Moulay, si bien sûr cela est dans la mesure de ses possibilités. Ou bien s'il y a des gens ici qui pourront nous élucider. Bonsoir. Je remercie tout le monde, les organisateurs, nos conférenciers et tous ceux qui ont participé. Je suis vraiment touché. À mon âge, tout ce qui s'est passé dans ce pays s'est passé devant moi. De l'indépendance à nos jours, ou même avant l'indépendance, parce que moi je suis en 58. Donc tout ce qui s'est passé, parce que de 58 aux années 80, la Mauritanie était un pays qui faisait bon vivre. C'est à partir de là qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont divisé les Mauritaniens, mais avant il n'y avait aucune barrière entre les composantes de ce pays, dont nous avons été témoins, et témoins de ce qui se passe aujourd'hui. Ce que je voudrais, ce n'est pas poser une question, mais c'est apporter une petite contribution. Cette contribution, je voudrais dire à nos jeunes, si on veut aller de l'avant de façon positive, on doit d'abord avoir des repères. Ce sont ces repères qui nous permettent d'avancer et de façon positive. Il faut connaître aussi nos valeurs en Mauritanie. Il n'y a eu jamais dans l'histoire de ce pays des problèmes entre les composantes de ce pays. Ce sont nos gouvernants, ceux qui ont eu à nous diriger pour asseoir leur domination. Ils ont préféré diviser les uns et les autres pour qu'ils ne s'occupent pas de ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils puissent en tout cas faire passer leurs ethnies devant et voler les richesses de notre pays pour seulement leur famille ou leur ethnie. Donc ça, nous devons le combattre tous. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir des jeunes de votre âge prendre cette initiative, prendre le relais à partir de là pour essayer de changer cette Mauritanie que nous regrettons tous. Il y a pour certains dans ce pays un problème de reconnaissance. Ils sont en quête de reconnaissance, ils veulent être reconnus étant des enfants de ce pays. Et pourtant, ils le sont. Leurs parents le sont, leurs grands-parents le sont. Pourquoi eux, ils ne sont pas reconnus comme tels? Si vous voulez aller de l'avant, il faudra vraiment appuyer sur ces leviers-là pour vous permettre d'avancer, même si c'est lentement, ce sera sûrement. Donc, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je suis vraiment très content et très ému de voir des gens de votre âge aller dans le sens que vous avez choisi.
Et je vous remercie. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur ce que vient de dire notre papa, c'est nous qui sommes les plus émus. Parce qu'à une époque où on dit time is money, voir des gens se déplacer pour assister à un appel de la jeunesse, c'est pas du tout facile. J'aimerais aussi reporter, il a parlé notamment de Repères, qui a lu le livre Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, là où le maître a convoqué le chef des Dialobés. Le chef des Dialobés plutôt a convoqué les maîtres. Le maître a répondu à l'envoyé. Le chef plutôt, lors de l'arrivée du maître des Dialobés, a dit: si vous ne m'avez pas interdit de me déplacer vers vous, je serais venu moi-même. Et imaginez-vous quelle était la réponse du chef, du maître plutôt. Il lui dit que vous êtes le repère. Si le repère bouge, où va le peuple? C'est cette question qu'on doit toujours se poser. Si le repère bouge, où va ce peuple? Donc cela nous permet de remonter un peu dans le temps et de nous mettre dans la même idéologie qu'avaient nos aïeux. Ce n'était pas une idéologie de diviser l'Afrique pour mieux régner, mais plutôt de régner pour son peuple. C'est ce que nous disons souvent quand des personnes ont l'habitude de dire que moi je suis apolitique, je ne fais pas de la politique. Ce n'est pas vrai. Toute personne sur terre fait de la politique. C'est quoi la politique? Étymologiquement, politéia, participer à la gestion de la cité. Donc en tant que citoyen, si tu dis que tu ne participes pas à la gestion de la cité, bon, ne t'es pas citoyen, car la citoyenneté implique des droits et des devoirs. Et j'aimerais que M. Moula rebondisse sur ce fait. Quels sont les droits que la citoyenneté implique, mais aussi les devoirs qu'un citoyen a vis-à-vis de son État? En fait, le plus souvent, les gens demandent après leurs droits. Parce qu'ils se disent que l'État a un droit à leur donner. Le droit de vivre, le droit d'identité, le droit de se sentir à l'aise chez eux. Mais il y a aussi les devoirs, dont les gens n'en parlent pas souvent. Le devoir d'aller voter, le devoir d'aller, on peut dire, le devoir d'essayer d'entreprendre dans ce pays. Il y a plusieurs, en fait, comment je peux dire? Il y a plusieurs types de devoirs qui sont à faire à notre pays. Quand je dis le plus souvent, les gens essayent toujours d'avoir leurs droits. Et moi, je ne pense jamais à mes droits d'abord. Je pense à mes devoirs. Parce que je me dis que quand quelqu'un m'emploie, par exemple, la plupart d'entre nous est appelé à travailler, on ne peut pas rester couché chez nous à dormir et à demander à avoir un salaire. Il faut travailler pour ce salaire. Il faut vouloir, il faut essayer d'avancer. Il faut essayer de faire avancer cette entreprise pour pouvoir, on peut dire, demander demain un salaire, demander un droit demain. Et c'est ce que... Voilà un peu la réponse à cette chose. Je suis tellement content d'être là. Bon, je vais juste ajouter un peu. Je vais juste poser une question sur le compréhensible. Vous avez parlé ici de la problème de la jeunesse et d'une distinction sociale. Donc, comment réunir notre peuple, c'est-à-dire comment réunir Pula et Soninké et Wolof dans notre pays? Vous avez dit que c'est un problème. Comment régler cela? Et aussi, comment régler le problème de la jeunesse et comment entreprendre? C'est juste une petite question. Merci beaucoup. Pour un peu l'unification de la Mauritanie, ça reste toujours un problème, on peut dire, un peu linguistique. Aujourd'hui, par exemple, vous et moi, si nous n'arrivons pas à nous comprendre, si on n'arrive pas à se comprendre dans la langue, on ne pourra jamais travailler ensemble. Et ce travail, c'est de là où amène la confiance. Quand vous avez confiance en moi, c'est qu'on a déjà fait quelque chose ensemble. On a travaillé ensemble, je vous ai vendu quelque chose ou vous m'avez vendu quelque chose. Et là, ça devient une confiance mutuelle. Le problème ici aujourd'hui de la Mauritanie, c'est un problème linguistique. Quand les gens n'arriveront pas à se comprendre, que ce soit le français, l'arabe, le poula, le soninké, le wolof, on devrait choisir une langue. Une langue avec laquelle on pourrait tous parler sans bien sûr, écarter les langues maternelles des gens. Parce que quand on essaye de te forcer à parler une langue qui n'est pas la tienne, tu vas sentir une menace. C'est comme disent les informaticiens, un antivirus.
tu vas le rejeter automatiquement. Mais si tu sais que cette langue, en apprenant cette langue, tu pourrais communiquer avec d'autres personnes, communiquer sur un intérêt commun, les gens arriveront à avoir une cohésion. L'entrepreneuriat chez les jeunes. Les jeunes aujourd'hui veulent tous entreprendre, mais ils ne savent pas dans quoi entreprendre. La Mauritanie est un terrain vierge, il n'y a rien. Les gens, il n'y a aucune créativité. Les gens, quand un d'entre eux, en fait, les hommes d'affaires mauritaniens, un d'entre eux se lève, il se dit, je vais faire quelque chose, il ouvre une boutique. Je veux faire quelque chose, il fait ce qu'il y a déjà, qui existe déjà en Mauritanie. Et eux peuvent le faire mieux que tout le monde, c'est parce qu'ils ont les moyens. Nous les jeunes, nous avons cette ouverture sur le monde. Nous avons de nouvelles idées, nous avons de nouvelles visions. Comment ça se fait que les gens à l'extérieur, tous les jours, créent quelque chose, alors que nous les Mauritaniens, on ne veut jamais créer. On fait un copier-coller de ce que font les autres. Si aujourd'hui, c'est vrai que c'est très très compliqué de vouloir entreprendre. Les banques ne prêtent pas. Comment je peux dire, les aides financières pour créer n'existent pas. Mais on peut toujours entreprendre par zéro. Aujourd'hui, nous avons une chance. Internet. Internet aujourd'hui est une chance, est une ouverture, est un magasin, est une source de revenus. On peut créer une page, essayer de vendre une idée, on peut dire, à travers ça. Et la troisième question, c'était, désolé, j'ai pas pris des notes. La distinction, c'est comme je vous ai dit, on n'a qu'à essayer de trouver une langue avec laquelle on pourrait tous se comprendre. C'est simplement ça. Merci beaucoup. Encore pour un peu rebondir. Je pense que les propos de Moulay ne méritent pas de commentaire, mais je vais essayer de rebondir sur quelques questions. Il a parlé ici d'entrepreneuriat. En fait, quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, la première question qui se pose, c'est pas de financement. Ok, on n'a pas de financement, mais comment contourner ce problème en Afrique subsaharienne? Et moi, elle vient de parler du fait qu'on fait toujours du copier-coller. Et c'est cette distinction que la jeunesse d'aujourd'hui doit avoir. La différence entre une entreprise, une start-up, une entreprise existe un business model déjà existant. Or que pour une start-up, un business model au départ, c'est juste se mettre dans des conditions où on va se compliquer la chose. On n'a pas besoin de business plan au départ. Et aussi, il y a une autre chose, c'est la formation. C'est comme disait Einstein. L'école moderne, c'est comme quand on réunit un poisson, une vache, une chamelle ou je ne sais pas quoi. Et on va dire on va faire un concours pour grimper les arbres. Bon, le poisson ne sait pas grimper. Et on va lui dire qu'il est nul. Donc c'est pas ça. Il y a des gens qui ne réussissent pas à l'école, mais il y a d'autres domaines dans lesquels ils pourront exceller. Et comme vient de le dire Moulay, Internet n'est pas une chance, je dirais que c'est une aubaine. C'est l'aubaine du siècle. Mais avant de pouvoir entreprendre, il faut faire ce travail idéologique, afin de retrouver cette fierté, de vivre étant qu'un homme. Mais aussi, donner à la jeunesse africaine cette chance de vivre, mais vivre économiquement parlant, pas dans la précarité, pas d'avoir ce réflexe de mendiant que disait Thomas Sankara quand il expliquait l'impérialisme. Il dit n'allez pas loin, regardez les graines de maïs ou de maïs, de mil et de blé et de riz que tu manges à midi et que je mange à midi et qui sont importés. Et là on parle de patriotisme. Il ne faut pas non plus oublier ce qu'on appelle le patriotisme économique. Il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique, pouvoir favoriser le consommé local. Mais en Mauritanie, on a un problème quand c'est produit localement, on dit ah, moyen, voilà, alors que les chinoiseries nous empêchent. Et c'est ce qu'ont compris les Chinois. Ils ont compris que l'Africain va avoir du bon à moins de vous et on voit de la chinoiserie que vous allez obligé de changer dans 2 ou 3 ans. Or que nous avons des artisans, des jeunes qui sont bien dans ce pays, mais il faudra qu'on aille chez eux. Et il y a une deuxième chose aussi. Il faut qu'on ait cette fierté à nous de se dire qu'on peut changer des choses et qu'on peut avancer. Donc, salam alaikum à tous. Allez, bonsoir. C'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, j'ai longtemps entendu votre association et aussi vous êtes en train de faire vraiment une belle initiative.
Donc avant tout, je me présente, moi c'est Bablay, un membre de SNEM à Workshop. Je suis là dans le cadre d'apporter ma contribution par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il est important qu'à chaque instant, de se référer à quelque chose, bien sûr. Parce qu'on est des citoyens, donc il faut se mettre à la place des citoyens. Ne pas être à la maison, se dire, bon, je vais résoudre telle équation, comme ça. Il faut descendre, c'est-à-dire sur le terrain, pour essayer de faire quelque chose, pour mener à bien nos activités. Donc là, je viens de la part de moi-même. Bien vrai qu'il y a des confrères qui sont ici, qui m'ont invité, mais je viens à titre personnel. Mais ce que j'aimerais apporter comme contribution, c'est que là, la Mauritanie, pour avancer, je pense qu'il faut confier tout un chacun en domaine d'activité auquel il est susceptible de réaliser le meilleur rendement. Parce que moi, si je sens que je peux être utile quelque part, je peux apporter le pays en avant, donc qu'on me le donne cette responsabilité-là. Par exemple, nous, les gens qui sont à l'ISET, qui sont à Rosso, bien sûr, qui apprennent dans les domaines d'agriculture, quelque chose comme ça, on dit que le pays, c'est-à-dire, ont des problèmes d'économie. C'est normal. Parce qu'on ne veut pas faire une formation, après cette formation-là, et tu t'assois là à la maison. Il faut qu'on te donne cette option. On va te dire, M. Moulay, d'après les connaissances que tu as acquises au cours de ton cursus universitaire, voilà, on te dit d'aller faire un stage quelque part pour approfondir ton niveau, pour approfondir ta compétence vis-à-vis de tout ce qui a été acquis auparavant. Donc c'est important. Par exemple, moi, je me sens que je suis économiste. Et la plupart, il y a des gens, des docteurs qui ont fini leur cursus universitaire et qui sont là, qui n'arrivent pas à résoudre leur équation, leurs problèmes. Moi, je me dis que parfois, je pense que votre étude vous a bien servi. Pourquoi on a dit que vous êtes des intellectuels? Pour résoudre ces équations-là. Donc, c'est important de confier à tout un chacun en domaine d'activité auquel il est susceptible de réaliser les meilleurs domaines. Donc, sans pour autant, c'est-à-dire céder la parole à M. Cheikh, j'aimerais vous poser une question à vous, M. Moulay. Voilà, la question est la suivante. Donc, d'après votre point de vue personnel, donc, quels sont les facteurs qu'il faut mettre en place pour mener à bien notre civisme et notre patriotisme, bien sûr? Quels sont, je répète si vous n'avez pas compris. Donc voilà, donc merci de votre aimable attention. Merci. Pour un peu vous répondre, j'en ai parlé au départ pour pouvoir instaurer le civisme ici en Mauritanie et l'unité nationale. Mais comme je me dis, c'est une chose, en fait, pour pouvoir l'instaurer ici en Mauritanie, nous, cette génération qui sont là, nous ne changerons pas vraiment ce qui se passe. Mais nous laisserons un chemin à aux générations futures pour pouvoir le changer. Par exemple, aujourd'hui, je voudrais dire que comment on peut dire, aujourd'hui, pour pouvoir arriver à ce chemin, il faut qu'il y ait la cohésion des nouvelles générations. Qu'ils grandissent ensemble, qu'ils aient cette vision ensemble, qu'ils retournent un peu au stade d'avant où il y avait encore l'internat, l'école publique, où les gens arrivaient à coexister sans distinction, ni raciale, ni culturelle, ni économique. Pour dire un peu, je voudrais parler d'un programme qui est aujourd'hui le centre d'intérêt de tout le monde. L'éradiction de l'école privée aujourd'hui, ils sont en train d'essayer d'enlever l'école privée au primaire pour que ce soit une école publique où tous les jeunes pourront grandir sans distinction. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est bien sûr, elle va à terme. Ça, c'est encore à voir. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir réussir ça, c'est que les générations qui viendront n'aient pas la même idéologie que nous. Parce que les générations avant nous n'avaient pas la même idéologie. C'est cette génération qui vient, on peut dire, la génération des années 80, on va dire de 90 en montant tout en haut, c'est nous qui commençons à avoir cette idéologie de division. Mais j'espère que la prochaine génération aura ou entendra notre message. Le message qu'il devrait être uni, le message qu'il devrait comprendre qu'il n'y a pas de division, qu'ils sont Mauritaniens pour la Mauritanie et rien que la Mauritanie. Voilà.
questions. Avant tout, d'abord, j'aimerais un peu rebondir sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Comme je le dis souvent, l'unité nationale n'est pas une chanson qu'on chante. C'est une construction qu'on fait. Mais d'abord, il faudra régler le problème des appartenances. À quoi j'appartiens? Je suis musulman, je suis noir, je suis mauritanien, je suis africain, je suis halplar, je suis tchèque de Tchoupal. Il faut comprendre à qu'est-ce qu'on appartient et faire le choix par ordre croissant des appartenances. Et on va faire une petite remontée dans l'histoire. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait à Médine, anciennement appelé Yathrib, il a trouvé là-bas deux tribus qu'on appelait les Aus, les Khadraj, qui avaient un combat, une guerre entre, plutôt on peut dire centenaire, 100 ans où on se fait la guerre. J'espère qu'on n'est pas encore arrivé là en Mauritanie et je prie Dieu de ne jamais en arriver là. Mais comment est-ce que le prophète a pu régler ce problème? En disant, pas en faisant des clichés, en disant on prend ici un halpolar, ici un mour, ici un truc, et on fait une belle photo et on dit voici l'unité nationale. Non. Il a essayé de revoir les fondements, de revoir les bases. Et tout commence, comme je l'ai dit, dans l'exaltation de la fierté de toutes les communautés. Et cela aboutit à l'exaltation et à l'élévation de l'humanité. Comme moi, la halpolar, je me dis fièrement que je suis halpolar. Que le mort se dit qu'il est fièrement mort. Et qu'on ne cherche pas toujours à rabaisser l'autre, à piétiner l'autre pour se faire voir. Parce qu'au final, on aboutit à quoi? Personne de nous ne se fera voir. Et ça, cette idée que les Mauritaniens doivent comprendre, ce n'est pas une guerre entre nous, mais c'est une guerre pour nous. Donc je laisse au prochain. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أولا نشكر القائمين على هذه التظاهرة الثقافية سائلين المولى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أما بعد تعليقا على ما قاله المحاضر ألا يمكن القول بأن البلاد بحاجة إلى ثورة فكرية كانت أو علمية لتخطي هذه المشاكل وخاصة مشكل العنصرية؟ وإذا كانت فكرة الثورة لا تروق لكم ما هي الحلول التي تقترحونها لتخطي مشاكل العنصرية؟ وألا تعود كل مشاكل عدم الاتحاد إلى ما يسمى بالقبلية والجهوية، فكل قبيلة تتفاخر عن القبيلة الأخرى بكون الثانية أدنى منها، وليس من الأفضل لنا أن نعيش متحدين من أن نعيش منفصلين؟ Jazakumullahu khayran. Bon, je sais que notre conférencier n'est pas très arabe. Je vais essayer de faire une petite traduction ou bien essayer de répondre moi-même. Comme il l'a dit en arabe, il a parlé de l'ansouriya, si je comprends bien, c'est le racisme. Et là aussi, je pense qu'on a la réponse dans le Coran. وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافِ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُم. C'est ça qu'Allah dit. Parmi ces signes, la différence de vos couleurs et de vos langues. Si Dieu l'aurait voulu, il pourrait tous nous faire noirs, on parlera la même langue. Mais pourquoi? Donc c'est ça, le meilleur chez Allah, c'est le plus pied dans pas celui qui aura mis le plus beau boubou ni le plus beau costume. Car Allah ne regarde pas vos visages, ne regarde pas vos membres. Ce qu'Allah regarde, c'est quoi? C'est ça, il faut faire un travail au niveau des cœurs et non pas au niveau de l'apparence physique, qui un jour sera remis sous terre. Donc je pense avoir été assez. Une autre question? Une autre question? Aucune question. Donc on peut clôturer. Bonjour à tous, je m'appelle Seydina Omar Abdoulaye et je ne voudrais pas poser une question mais juste donner un point d'avis. En fait, chez nous, les jeunes, souvent, il y a un terme que j'utilise souvent. Quand on parle des mots dans ce pays, on le fait autour d'un témoin. Parce que le thé, c'est quelque chose qui nous est patrimonial. Et c'est vraiment triste, c'est dommage. Parce que là, déjà là, on est en train de faire une conférence.
on parle d'un thème de civisme et de patriotisme. Et une fois sorti, tout le monde va. Je ne fais pas de cliché, je prends personne du doigt, mais je peux dire carrément que tout le monde va oublier ce sujet. Chacun va aller chez lui, va s'occuper, comme des jeunes, se connecter, chatter. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui est triste. Quand on lutte contre quelque chose, on doit vraiment le faire à cœur plein. Déjà, moi, je suis étudiant en sociologie. Je suis actuellement titulaire d'une licence, par la grâce de Dieu. Et une fois, on était en cours d'approche genre. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans cette thématique. Et le prof, il nous expliquait un truc entre la frontière du Sénégal et de la Mauritanie. Et il nous a dit, vous êtes Mauritanien, n'est-ce pas? Et moi, je me suis levé, pas juste pour me montrer ou pour me valoriser. Je lui ai dit, non, monsieur, moi, je ne suis pas Mauritanien. Pour votre information, je suis né en Mauritanie. Je suis né à Nouakchott. J'ai grandi à Nouadhibou. Et je lui ai dit que je ne suis pas Mauritanien. Mais lui, si tu n'es pas Mauritanien, t'es quoi? Je lui ai dit, parce que je suis Mauritanien, oui. Je le suis sur les papiers, mais je ne le suis pas dans le cœur. Déjà, vous l'avez cité tout à l'heure au début de la conférence. Quasiment, presque, tu vois beaucoup de gens d'aujourd'hui qui ne connaissent même pas leur hymne national. Je vois un slogan de croissant lunaire, d'étoiles sur le drapeau, je ne sais même pas quoi ça signifie. Déjà, je ne connais pas l'histoire de mon pays. Vous voyez, c'est un peu dommage. Donc voilà, et merci bien. Pour un peu vous répondre ou terminer en fait ce que vous vouliez dire, je suis né en Espagne. J'ai grandi en Espagne, je suis retourné en Mauritanie à l'âge de 14 ans. J'avais la nationalité espagnole, plus la nationalité mauritanienne. L'année dernière, j'ai dû choisir entre une des deux nationalités. J'ai choisi la nationalité mauritanienne. C'est parce que je me sens appartenant à ce pays. Sans connaître l'hymne national, sans connaître vraiment la signification, mais je me dis que comment vous auriez pu atteindre cette licence en sociologie si vous n'avez pas appris? Vous deviez savoir, vous deviez chercher, vous deviez connaître votre histoire. Votre histoire ne vous sera pas servie sur un plateau, c'est vous qui le recherchera. Et en plus, si nous regardons un peu, on parle de toutes les histoires aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous connaissent beaucoup l'histoire de beaucoup de pays différents. Pourquoi je vais accepter de connaître l'histoire de quelqu'un d'autre alors que je ne connais pas ma propre histoire? Chacun d'entre nous peut défendre l'histoire française. On l'a tous appris à l'école. Alors qu'aucun d'entre nous ne connaît l'histoire de la Mauritanie. Si, Moulay Zé l'a tué comme vous l'avez dit et c'est tout. C'est seulement ce qu'on connaît de notre histoire. Alors que c'est à nous de la rechercher, nous la jeunesse. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Frère Jean 1900. Celui-là parle de l'histoire de la Mauritanie antique. En fait, pas antique on peut dire. La Mauritanie de 1900. Pour nous c'est antique parce que c'est loin. Donc on le prend de ce point de vue-là. Mais moi je me dis que le problème de la Mauritanie, réellement, ce n'est ni le gouvernement, ni qui que ce soit, c'est le peuple mauritanien en lui-même. Parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Le peuple mauritanien ne veut pas n'avoir quoi que ce soit avec la Mauritanie. Ils préfèrent qu'on leur sert tout sur un plat d'or. Et ce n'est pas possible. C'est à nous de mettre les points. C'est à nous de créer notre histoire. C'est à nous de tracer cette histoire qui sera demain racontée par les plus jeunes. Aujourd'hui, nous entendons parler de ces hommes. Nelson Mandela, Thomas Sankara. Ce sont des gens qui sont tous morts et qui sont morts pour changer leur pays. Alors qu'en Mauritanie, on n'a personne. Nous, la jeunesse, on s'y connaît mieux dans l'histoire des autres que notre propre histoire. Ça sert à quoi de se battre pour une jeunesse qui s'en fout, désolé du terme, qui s'en fout royalement de ce qui est leur pays? Vous savez, souvent j'entends ce genre de discours. J'entends des jeunes qui se disent pas mauritaniens, qu'ils auraient préféré être d'ailleurs. Mais quand vous allez ailleurs, c'est vrai qu'on vous donne la nationalité, mais de là où vous venez, on vous traitera toujours de ce que vous êtes. Quand on vous regarde, on vous traitera toujours de Mauritaniens, n'importe où dans le monde. Et même si vous vous intégrez dans n'importe quel pays du monde, on vous demandera toujours d'où vous venez à l'origine. Même si vous avez n'importe quelle nationalité, vous n'aurez jamais vu la Mauritanie. Je connais des jeunes qui vivent en Espagne. Leur mère est espagnole. Ils n'ont jamais vu la Mauritanie. Ils n'ont jamais entendu parler de la Mauritanie. Ils sont plus espagnols qu'espagnols. Mais à chaque fois qu'on allait quelque part, ils les regardent et disent « Vous avez le sang arabe, d'où vous venez ?» Donc, ils sont Mauritaniens, qu'ils le veuillent ou non.
Ces jeunes qui n'ont réellement rien à voir avec la Mauritanie, ils n'y connaissent personne, tout ce qu'ils ont comme famille ici n'existe plus, ou ils ne se sentent en aucune appartenance ici, mais il reste que c'est une personne de ce pays, que c'est un enfant de ce pays. Et moi je me dis que les jeunes, c'est à nous de tracer cet avenir. Pas le passé on ne peut plus le changer, mais il faudrait qu'on connaisse notre passé, apprendre d'où l'on vient, savoir comment pouvoir défendre notre pays, parler de notre histoire, dire qu'on a une histoire. Parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a une histoire de la Mauritanie. Peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est mauvaise, peut-être qu'elle est telle, mais quand même, il faudrait que ce soit nous qui essayons de la réunification de ce pays, de son histoire, de son présent et de son futur. Merci. J'aimerais juste intervenir par rapport à ce qu'il vient de dire sur le civisme, que quand on est là, on parle de civisme et de tout ça, et quand on franchit la porte, tout le monde va oublier. C'est ce que disait Martin Luther King, si je ne me trompe pas. Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. Tu dois être un exemple parfait. Mais personne n'est parfait. La perfection est du domaine d'Allah. Mais on essaie tout le temps. Je viens aussi de parler ici de l'histoire. Je vais essayer de te répondre. Je pense que tu comprends un peu là. Bon, c'est une citation qui est un peu difficile même pour moi. Elle est de Amadou Ampaté, que tu aimes bien. Il disait, et Adoum, Nado Kala, Wonkoji, so wodi yi koma ko yam koma, ina hando yite yam, ina hando yotoma, ko wonde dans cette vie, chaque personne a ce qu'il détient. Si ce qui est à toi est à toi, et si ce qui est à moi est à toi, il sera de mon devoir de te demander qu'est-ce qui est à moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que si nous, en tant que jeunesse africaine, on refuse d'apprendre notre histoire, on refuse de faire des fouilles pour connaître notre véritable histoire, d'autres gens viendront nous enseigner notre histoire, et à ce moment-là, on n'aura pas le droit de se plaindre, car on leur a laissé le champ libre. Et c'est ce que disait Cheikh Anta Diop pour clôturer. La falsification de l'histoire africaine est un crime, je dis bien, un crime contre l'humanité. Je pense pas. Merci. Donc, pour essayer de répondre un peu à ce que ce monsieur-là vient de dire. Donc, vu c'est-à-dire le sens, ou bien la sensibilité bien sûr de ce thème-là, il est important qu'avant de sortir, de se mettre une question dans la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter, moi, en tant que citoyen dans mon pays? C'est la question qu'il faut se poser. En tant qu'une personne, c'est-à-dire en tant que compatriote dans mon propre pays, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays d'abord? Est-ce que toi, tu as fait quelque chose pour ton pays? Avant de critiquer le gouvernement, avant de critiquer Abdelaziz, il faut te poser toi-même. Oui, Simoulin, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Tu sauras que tu n'as rien fait. Donc, alors, il faut essayer de faire quelque chose pour ton pays. Parce que c'est à toi de te battre pour amener en avant votre pays. Personne ne le fera à votre place. Ce n'est pas en espagnol, ce n'est pas en français qui le fera à votre place. C'est à vous de vous battre. C'est à vous de mériter ce que vous devez mériter. Et essayer d'avoir bien sûr un esprit ouvert. Si je dis un esprit ouvert, c'est d'avoir un esprit un peu, je dirais, occidental. C'est de dire celui-là, c'est un mal, mais il est plus meilleur que moi, il est plus fort que moi. Allez, je lui cède ma place. C'est pas parce que moi je suis Abdullah et je ne laisse personne être devant moi. Non, ce monsieur-là dit, il est plus compétent que toi, il est plus fort que toi. Il faut lui laisser être devant toi pour amener quelqu'un dans la bien sûr. C'est avec cet état d'esprit qu'on pourra parvenir à faire avancer notre pays. Et bien sûr, et tout à l'heure vous avez cité quelque part, soi-disant que il faudra réunir les langues du truc qu'on sort. Celui-là c'est un Wolof, celui-là c'est un noir, je suis en plein. Mais il devait y avoir une langue qui nous permet de communiquer entre nous. Parce que toi, si tu parles le noir, moi je parle pour ne pas se comprendre. S'il y a un Malien parmi nous, et un Sénégalais parmi nous, et un Mauritanien, il y a trois langues différentes. Mais normalement, il devait y avoir un instrument qui leur permette, ou bien un moyen pour se communiquer entre nous. Voilà le français qui est là pour nous permettre de se communiquer entre nous. C'est ça l'objectif. C'est dans ce sens que même qu'un écrivain français qui se nommait André Descartes avait dit que les civilisations de notre société sont merveilleusement diverses. Et cette diversité constitue la richesse de chacun de nous. L'homme appartient à un milieu dans lequel il s'imprègne. Son croyance et ses habitudes ne s'expliquent que par ses habitudes et ce qu'il a envie de. Chacun sait ce qui est vrai pour lui.
pour sa société ne l'est pas forcément pour les autres. N'est-ce pas? Donc, c'est en ce sens aussi que les anglophones ont les habitudes du what a man eats is another man's poison. Ce que les gens mangent est un poison pour les autres. Les Chinois, eux, ils mangent la viande des chiens, mais nous, c'est nuisible pour nous en tant que des musulmans. Donc, en tant qu'étudiant, en tant qu'intellectuel, tu peux normalement tu devrais te poser la question. Une point d'interrogation, soit disons qu'est-ce que je peux apporter à mon pays. Et merci. Voilà. Pour dire, je suis agréablement surpris car il a dit tout ce qu'on avait à dire. Donc il vient de parler là d'un problème fondamental qui est le problème de la communication. Il nous faut une langue autour de laquelle on doit tous se réunir. Et je crois que le monsieur vient tout à l'heure de parler du drapeau national. On a laissé ça en exergue. On va essayer de revenir un peu sur ce qu'il vient de dire. Mais la jeunesse africaine doit comprendre certaines réalités. Il y a des choses qui ne sont pas, il y a des choses comme on dit. Toutes les réalités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il faut savoir faire. On sait tous que la division de l'Afrique en micro-États n'est pas due à un hasard. C'est un politique qui a été bel et bien étudié et tracé afin de dominer l'Afrique. On sait qu'aujourd'hui, rien n'est fait au hasard. C'est comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Eux non plus ne jouent pas au dé. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Le hasard et la chance n'existent dans la tête, excusez-moi, des cons. Excusez-moi du terme. Donc, comme il vient de le dire, le problème de la langue se pose en Mauritanie. Il y a ceux qui se revendiquent être francisants, il y a ceux qui se revendiquent être arabisants. Et Allah dit quoi? Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Pourquoi? Le message est parvenu à la Mecque, à un tribu mecquois. À quoi aurait servi un Coran en chinois chez des Arabes? Donc Allah l'a envoyé en arabe pour qu'ils puissent comprendre. Et l'histoire nous a donné raison. Les plus grandes figures islamiques contemporaines ne sont pas des Arabes. Quand on parle de Cheikh Al-Albani, qu'est-ce que ça nous dit? Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, c'est un Albanais, c'est un non-arabe. Donc le problème qui se pose chez nous, comme je le dis aujourd'hui, est un faux problème. Mais aussi il y a des réalités. On ne pourra pas intégrer les langues nationales dans le système éducatif du jour au lendemain. On est des pays assez précaires, pour ne pas dire assez pauvres. Mais le temps quand même que nous puissions arriver à l'obtention de l'idéal qui serait que chacun puisse étudier dans la langue avec laquelle, parce qu'on dit, on est mieux qu'avec la langue avec laquelle on réfléchit. Moi et Moulay, par exemple, on parle français. Lui, peut-être qu'il parle français, mais dans sa tête, il a une langue avec laquelle il réfléchit. Et c'est avec cette langue qu'il comprend le mieux. Donc, le temps que nous puissions arriver à cet idéal, qu'on nous laisse les langues avec lesquelles on sait se débrouiller, à savoir le français pour ceux qui sont des francisants et l'arabe pour ceux qui sont des arabisants. Et je ne parle pas pour me montrer, car moi je me considère comme étant une moisissure de la terre qui va périr dans quelques années. Mais ce système qui nous a été forcé nous a beaucoup ralenti. Parmi là, ça, on va voir des gens qui ont appris l'histoire, géographie en arabe. Qu'est-ce qu'ils vont y comprendre? L'instruction civique en arabe, qu'est-ce qu'ils vont y comprendre? Et quand cette personne sera mature et sera âgée, tu lui demanderas d'être civique. Mais comment il le sera? C'est comme enseigner à un chinois la halpula. Ça ne lui sert absolument à rien. Et ça sera une guise de conclusion de ma part, s'il n'y a pas d'autres questions. Moi, tu clôtures la soirée, donc, et tu... Je voudrais vous remercier ce soir d'être venu ici. J'espère que, à travers vous, on verra, Inch'Allah, des futurs leaders, des futurs, on peut dire, leader chez nous en Afrique, c'est très dirigeant, un futur dirigeant, une personne qui changera la Mauritanie, et on en a vraiment besoin. J'espère que cette intervention, on peut dire, ou cette conférence vous a servi un peu, et j'espère qu'on en refera beaucoup plus. Et ça sera le futur conférencier, et moi je vais le conférencier. L'apprenti conférencier. S'il te plaît. En guise de conclusion, j'aimerais dire que cette activité que nous avons organisée aujourd'hui n'a qu'un seul but, c'est de promouvoir un éveil chez la jeunesse, afin qu'on sache que la Mauritanie est la nôtre. On peut fuir la réalité et aller s'implanter, mais cela ne fera pas qu'on restera toujours en Mauritanie. Le seul but qu'on veut voir, même si ce n'est pas pour nous, pour les futures générations. Comme on a l'habitude de le dire, je sais que je ne suis pas du genre à jeter des fleurs, mais M. Moulay qui est là, et dans la démarche qui est le sien, une référence pour toute la jeunesse.
Et dans le combat qui est le sien, est une référence pour toute la jeunesse africaine. Je voudrais dire qu'aujourd'hui nous sommes là pour une Mauritanie. C'est un vœu qu'on s'est fait de combattre pour la future génération afin de mener à une Mauritanie meilleure. Inch'Allah, on y arrivera avec la grâce de Dieu. Et merci à tout le monde.